Donc on va enchaîner avec la pollution chimique en Méditerranée. Marc Valmassoni va nous en parler. On peut l'applaudir. Du coup, c'est une des premières conclusions aussi de 2 ans de travaux de Surfrider sur le suivi de certaines substances dans le milieu marin. Donc on étudie certains paramètres que je vais vous présenter. Et effectivement, les parabènes, donc, qui sont présents dans certaines des crèmes solaires, on a pu observer, par le biais de nos analyses, la présence de ces substances entre le, on va dire, début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre. Hors période, pas d'observation pour le moment. Donc du coup, moi je suis chargé de mission en environnement pour l'association. Je suis basé à Marseille, donc je m'occupe de plutôt le suivi sur la façade méditerranéenne, donc principalement sur la région PACA, donc en gros de Martigues jusqu'à Nice. Mais bon, comme la pollution chimique finalement, c'est pas cantonné qu'à un secteur, on peut faire aussi des similitudes avec ce qui se passe ici aussi. Alors, pour vous montrer, c'est vrai qu'il y a eu une intervention aussi de Surfrider tout à l'heure. Surfrider, on est une association de protection et de mise en valeur durable du littoral, de la mer, mais également des usagers. On représente quand même une certaine population et les quelques chiffres qui sont représentés ici vous donnent un peu une idée. Donc on est jusqu'à 100 000 sympathisants. Donc ce sont des personnes qui font partie un petit peu du réseau de la communauté océan de l'association. Tous ceux qui tournent autour qui ont des valeurs, qui défendent et qui promeuvent nos valeurs. Du coup, 5 thématiques environnementales où je vais passer relativement vite. Donc, il y a l'axe qualité, eau et santé. C'est un axe qu'on développe maintenant depuis une dizaine d'années, où on a mis en place différents laboratoires d'analyse complémentaires des eaux d'activité nautique. J'y reviendrai après. Ensuite, un autre axe de travail qui est les déchets aquatiques, l'artificialisation du littoral, tout ce qui a trait au transport maritime. Et le dernier axe de travail, tout ce qui a trait au patrimoine et vagues. Alors, le contexte de la mise en place de ces réseaux de suivi qui sont complémentaires. Bon, il y a une directive qui a été revue et corrigée donc en 2006, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2015, qui est relative à la qualité des eaux de baignade. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'association, il y avait certaines lacunes dans cette directive, comme quoi les zones d'activité nautique n'étaient pas prises en compte. La surveillance ne s'effectuait pas la surveillance ne s'effectuait pas toute l'année, là où finalement la pratique, donc que ce soit en Méditerranée ou ici, les gens sont en permanence, les pratiquants d'activité nautique, le surfeur sur la côte basse, on parlait tout à l'heure des plongeurs sur la façade méditerranéenne. Toute l'année, ces personnes sont en présence dans le milieu, et surtout qu'une plongée, ça peut aller de 30 minutes jusqu'à 2 heures, suivant la profondeur à laquelle on descend. Donc en contact permanent, et souvent, pour des moniteurs par exemple, toute l'année. L'enjeu qui était très important, l'enjeu global de cette mise en place de réseaux complémentaires, c'était l'amélioration de la qualité des eaux côtières au sens général. Donc les 4 sous-objectifs dont j'en ai un petit peu parlé, les zones d'activité nautique, en complément des zones de baignade, un suivi qui était indépendant et annuel. Nous effectuons nous-mêmes nos propres analyses avec les mêmes protocoles sur la partie bactériologique. Et donc des enquêtes et des concertations qui étaient systématiquement mises en place à partir du moment où une pollution a été avérée. Et on s'en est rendu compte également sur ce territoire cet été et sur notre territoire également en Méditerranée, c'est tout ce qui était information et communication qui pêchait un petit peu. Pourquoi on s'est lancé là-dedans? C'est que vraiment on tentait de répondre aux attentes des usagers. Nous sommes partis à la base sur la pollution bactériologique parce que c'est quelque chose qui est dans la réglementation, et la pollution chimique. Dans tout ça, c'était quelque part un retour de nos adhérents, de nos pratiquants, qui étaient soucieux de voir leur milieu qui pouvait être dégradé, des études qui prouvaient que tel organisme souffrait, et l'impact finalement de la santé, sur notre santé, lié à la présence de substances chimiques dans le milieu. C'est pour ça que depuis donc 2 ans, 2012-2013, on a mis en place un réseau de suivi complémentaire sur notre façade, un petit peu en test, pour voir ce qu'on pouvait observer et les grandes lignes, les grandes tendances qu'on pouvait essayer de dégager en s'associant donc avec différents organismes, notamment le Centre océanologique de Marseille, qui nous permet justement de comprendre un peu les entrants dans le milieu, caractériser un petit peu ces pollutions dans le milieu. Après, on essaie justement de travailler avec ce qu'on appelle des réseaux en environnement santé pour comprendre l'impact de ces substances sur la santé des usagers. Alors, ça c'est juste un petit graphique en fait pour vous montrer les différentes sources et les types de pollution, comme quoi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde, tous les usagers sont
en partie responsable, j'allais dire pas que nous, mais en partie responsable de la pollution que nous mettons dans le milieu, et que à notre échelle, donc à la maison, mais en réflexion aussi globale, on peut répondre essayer de limiter cet impact. Donc le premier, c'est tout ce qui va être urbain. On en parlait tout à l'heure avec le docteur Pérez. C'est que à la maison, tous nos produits de consommation, effectivement, donc qu'on utilise, je sais pas moi, du savon, les produits d'entretien, les détergents, ça se retrouve dans nos eaux usées. Et les stations d'épuration ne sont pas forcément toutes adaptées et ne peuvent pas traiter tous les polluants. Il faut savoir, là, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est plus de 100 000 substances chimiques sont répertoriées. Effectivement, on ne peut pas traiter toutes les substances chimiques. Donc, tout ce qui est urbain, on va avoir tout ce qui est industriel. Nous aurons également tout ce qui est agricole, avec pesticides, engrais. On peut avoir tout ce qui est activité maritime, donc on en a parlé également tout à l'heure, donc avec les aires de carénage. On peut avoir les problèmes avec les hydrocarbures, notamment en haute mer ou alors sur le secteur des ports de plaisance. Et également aussi tout ce qui est dépôts atmosphériques qui peuvent, donc à la suite de chaque pluie, amener toutes ces particules dans le milieu marin. Alors, impact environnemental et sanitaire, donc moi c'est pour ça que je suis très content que le docteur Pérez soit passé avant pour expliquer un petit peu justement tout ce rôle. Il y a des risques qui dépendent de la substance. Toutes les substances ne sont pas, égales en termes de dangerosité et de toxicité. Leur comportement dans le milieu évolue forcément en fonction du milieu dans lequel on se trouve, et également le temps d'exposition. Voilà, des fois, pourquoi c'est pas forcément parce que une substance est présente dans une forte concentration qu'elle va être dangereuse, mais comme on disait tout à l'heure, 0 plus 0 plus 0 égale 7. Tout ce qui est cocktails peuvent être dangereux, effectivement, va avoir un impact sur l'environnement et justement sur l'aspect sanitaire. Là, il faut continuer à travailler dessus. Donc, différentes réglementations, j'en ai mis quelques-unes un petit peu pour vous présenter, qu'on s'intéresse effectivement d'un point de vue législatif à ces substances. Donc, différentes directives cadres stratégiques pour le milieu marin et directives cadres sur l'eau qui évaluent la présence de certaines substances dans le milieu pour qu'à l'horizon 2015, on atteigne un bon état écologique des masses d'eau pour la directive cadre sur l'eau et 2020 pour la directive cadre stratégique sur le milieu marin. On voit le tout petit NQE en dessous de l'état chimique, ce sont des normes qualité environnementale. Moi, c'est vrai que j'aime bien, ça serait bien, pourquoi pas, si on continue à pousser là-dedans, pourquoi pas des normes qualité sanitaire également. Et le dernier, Silvio Pérez en a parlé tout à l'heure, c'est le programme REACH, en fait, qui est justement avant que chaque industriel puisse mettre sur le marché des nouvelles substances, ces substances soient évaluées, qu'on connaisse leur impact sur l'environnement et sur la santé. Ce sont les industriels qui sont obligés, avant de mettre en place une substance, d'évaluer les risques liés à cette substance sur le territoire européen. Alors, concrètement, le réseau Surfrider, 15 points de suivi sur notre littoral. Ça fait maintenant 7 ans qu'on s'intéresse à la qualité bactériologique de l'ensemble de ces sites qui sont suivis. Nous les suivons à l'année par un réseau de bénévoles. Ce sont des pratiquants d'activité nautique qui, au cours de leur pratique, effectuent un prélèvement, qui ont été formés justement à ce protocole d'analyse, et me ramènent les échantillons où on analyse tous ces prélèvements sont analysés. Depuis 2013-2014, 2012-2013, on a mis en place un réseau de suivi des hydrocarbures, donc ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sur ces 15 sites, les phtalates, les métaux lourds et les parabènes, pour un petit peu caractériser justement les grandes familles de polluants. Alors, pour vous montrer les deux croix ici, ce sont des sites un petit peu spécifiques qui ont été identifiés, donc ce qu'on appelle Épluchure Beach et Brutal Beach, qui sont des spots de surf. Il y en a en Méditerranée, qui fonctionnent très très régulièrement. On peut avoir jusqu'à, je ne sais pas si ça va être le même ordre de grandeur que chez vous, mais jusqu'à 150-200 personnes par session, ce qui est important quand même sur notre littoral en termes de pratique de surf. Mais après, on a tout ce qui est pratique de kite et de kayak et de plongée aussi sur certains autres sites. Ça correspond quand même à 150 analyses et plus de 2700 données qui sont complémentaires. Alors, les premières grandes tendances, c'est que sur mes 15 sites qu'on a surveillés sur les 2 ans, on a observé la présence d'hydrocarbures. Alors, je ne parlerai pas des concentrations, parce que malheureusement, je ne suis pas encore expert. Puis comme on continue à travailler en concertation avec des organismes qui, eux, sont spécialistes, pour comprendre un petit peu ces histoires de concentration, comment ça évolue et tout ça, on est dessus, donc on continue. Tout ce qui est phtalate, je n'en ai pas observé sur mes sites. Métaux lourds, j'en ai observé une seule fois sur le secteur de Marseille. Et cosmétiques parabènes, donc sur les 2 sites, c'est au niveau de Toulon et de Marseille, on a observé la présence de ces cosmétiques, de ces substances
les parabènes, entre mi-juin et la mi-septembre. Ça, c'est un petit tableau, je me suis dit que c'est toujours bien de mettre un petit graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, c'est 8 hydrocarbures qu'on a surveillés. Il y a des hydrocarbures dits légers et des hydrocarbures dits lourds. Ce qu'on constate, c'est que quand il y a de la houle, beaucoup de vagues, une remise en suspension du sédiment au bord, on se rend compte que les hydrocarbures dits lourds apparaîtront. Comme quoi, il y a effectivement donc, des substances qui sont présentes dans le milieu, donc dans l'eau, mais également dans le sédiment, et qui ont une durée de vie qui peut être aussi importante, et qui est systématiquement, qui peut être remise en suspension, et impacter la santé des usagers qui vont pratiquer sur tel ou tel secteur. Toujours pour vous rappeler qu'on travaille avec une population de pratiquants d'activités nautiques. Nous sommes la représentante de ces usagers. On part l'année prochaine, donc en spécifiant un petit peu nos sites. Alors sur le secteur, là c'est l'embouchure du Rhône, il y a un énorme site là de pratique d'activités nautiques aussi, donc de planche à voile, voir un petit peu les impacts liés au Rhône, au panache du Rhône, qui a un impact qui draine énormément de polluants, notamment tout ce qui est PCB. Donc comprendre un petit peu, voir si on en observe sur ces sites. Sur le secteur de la Ciotat, un énorme secteur justement viticole, donc pourquoi pas se lancer dans tout ce qui est analyse engrais et pesticides pour voir la présence. On est dans un système karstique avec justement un fort ruissellement, pas forcément des temps de résidence des eaux importants dans la terre, donc pas de filtration et un écoulement assez direct après les fortes pluies. Et sur le secteur de Cannes, on est en présence d'une ferme piscicole. Essayer de comprendre un petit peu effectivement s'il y a un impact sur les sites liés à ces activités économiques industrielles locales. Donc voilà, là c'est un petit peu les grandes conclusions. Donc l'effet, l'influence des substances chimiques sur l'environnement et sur les organismes qui vivent dedans, oui. L'impact de la présence de ces substances chimiques dans le milieu et l'influence directe sur la santé, ça c'est vrai qu'on en est encore aux prémices. Là je ne suis pas là pour démontrer que oui il y a un impact, mais par contre on a la présence de ces substances dans le milieu. Donc du coup il faut continuer à travailler sur ça. On peut comprendre les difficultés, ce que j'ai représenté par un petit panneau. Quelle substance? Comme je vous disais, il y en existe plus de 100 000. Quelle substance? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? De là à aller la mettre dans la réglementation, je comprends que ce soit très très difficile, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à continuer à chercher. Tout ce qui est lien entre substance et temps d'exposition, et le prix des analyses qui est effectivement très cher, parce que des analyses bactériologiques auront un coût beaucoup moindre, moindre par rapport à des analyses chimiques qui coûtent, elles, beaucoup plus cher. Des clés, des solutions, pourquoi pas. Ce qu'on risque de mettre en place aussi l'année prochaine, c'est avoir des screens, donc de sorte d'écran, sur un prélèvement, plutôt que de dire on cherche ça, on cherche ça, on cherche ça, avoir un petit peu le panel de toutes les substances qu'on trouve dans la mer. Nous, après, donc en s'entourant, comme je vous disais, d'un réseau d'experts, essayer de caractériser, d'isoler des substances qui sont prioritaires, qu'on retrouve sur tel ou tel site, essayer de comprendre leur devenir, comprendre pourquoi on les retrouve, et l'impact effectivement sur la santé, plutôt à moyen terme, voire à long terme. Et pourquoi pas développer des études donc, en missionnant peut-être, je sais pas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc l'ANSES, sur des études épidémiologiques. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que donc, nous, parmi nos projets sont labellisés dans le cadre du plan régional santé-environnement, et c'est un projet qui intéresse donc l'agence régionale de santé de travailler avec une population de surfeurs qui évolue sur un site qui est soumis à l'influence d'un rejet d'un cours d'eau fluvial, et essayer de comprendre, de caractériser. C'est une étude, j'allais dire, un petit peu test et pilote, mais ce sont des choses qui intéressent. Donc du coup, en tant que représentant du usager, je pense que c'est important de contribuer à notre échelle à cette étude et vraiment à caractériser l'influence de ces substances dans le milieu et leur impact sur la santé. Je vous remercie de votre attention.